François Leblay, je suis responsable d'une structure de production musicale pour la scène, donc ce qu'on appelle producteur-tourneur aujourd'hui, ou bureau de production, et donc on est basé à Rennes, ça s'appelle la station-service. Ça existe sous sa forme actuelle, on va dire depuis 12 ans, et on est dans le secteur des musiques actuelles, pop-rock, musique improvisée, ciné-concert. On travaille beaucoup autour de projets d'artistes rock autour du cinéma et de l'audiovisuel de manière générale, un petit peu croisement des arts visuels et puis de la musique. Donc voilà, donc on produit des projets, on aide les artistes à monter leurs projets, et ensuite, deuxième étape, eh ben on essaie de les faire tourner, comme on dit, c'est-à-dire qu'une fois que le spectacle a été créé, suite à des résidences de création, des répétitions, tout ça, bon, généralement, prend à peu près un an, on essaie de le faire tourner pendant 2-3 ans, c'est-à-dire qu'on va le proposer à des salles un peu partout en France, à l'étranger, on va le proposer à des festivals, on va le proposer à des mairies, enfin voilà, différents lieux qui, eux, présentent au public toutes ces belles créations, évidemment, qu'on fait. On est à peu près une quinzaine de structures en Bretagne à faire ce genre de travail. Donc voilà, donc mon parcours, ben, moi je suis passé beaucoup par la musique, après j'ai eu une case longtemps dans l'audiovisuel et le court-métrage, et puis ça faisait, j'étais artiste sur scène, artiste un peu chanteur et comédien, et puis il y avait l'idée de revenir à la production, comme j'avais fait de la production de court-métrage, j'avais très envie de faire de la production de projets pour la scène, donc autour des musiques actuelles, on va dire pop-rock au sens large, musique improvisée, et puis il y avait aussi déjà cet amour un peu du ciné-concert. Et puis voilà, en 2005-2006, voilà, est arrivé les premiers projets de la station-service. Et puis voilà, petit à petit, ça s'est fait. L'équipe s'est étoffée. Et puis voilà, on travaille avec une vingtaine de groupes et artistes. Et voilà, on fait à peu près entre 2 et 3 créations par an. Et on travaille avec différents types de salles, beaucoup des SMAC, ce qu'on appelle des SMAC, les scènes musiques actuelles. Ça va être par exemple pour la région rennaise des salles comme l'Ubu, l'Antipode. On a ici beaucoup travaillé avec des festivals comme les Tombées de la Nuit. On a travaillé avec la Carène à Brest. On a travaillé avec des salles parisiennes, des salles en Rhône-Alpes, voilà, avec l'aéronef à Lille. Enfin voilà, on essaye de monter des coproductions, comme on dit. On va initier des projets avec nos artistes et puis aller chercher des coproducteurs, un petit peu comme ça se fait un peu dans le cinéma. Voilà, un petit peu mon parcours. Alors, ça a été assez étrange parce qu'en fait, on a vu des petits signaux d'alerte. C'est-à-dire que, bon, aux infos, on entendait un petit peu parler en Asie déjà dès en janvier, il y avait déjà ça. On apprenait par exemple qu'en Corée du Sud, ils avaient fermé les salles de concert et tout. Donc, ça nous interpellait un petit peu. Mais on avait l'impression, un petit peu comme le SRAS, que ça allait être circonscrit quand même à l'Asie. Et en fait, quand ça a commencé, bah, évidemment, à sortir des frontières asiatiques, là, on était déjà début mi-février. Là, mine de rien, on était quand même un certain nombre là, dans le secteur musical, en particulier à la scène, parce que bah, nous, on est quand même en contact direct avec le live, le public. Donc on s'était dit, là, il ne faudrait quand même pas que ça déborde trop, cette histoire de virus, parce que là, ce serait un coup à ce que les salles de concert, les théâtres ferment, donc là, ce serait assez dangereux. Mais on pensait que c'était voilà, encore envisageable que ça allait nous passer au-dessus, comme on dit. Et puis bah, très vite, on a senti que voilà, à partir de deuxième quinzaine de février, là, on voyait la menace se rapprocher. Et début mars, de mémoire, le gouvernement avait dit pas de rassemblement de plus de 5000 personnes. Bon, alors nous, ça nous impactait pas trop parce que j'ai envie de dire, dans la musique dite indépendante, on est plutôt sur des jauges plus petites. On fait pas des Bercy et des Zénith et tout ça, donc on n'était pas trop impacté directement. Mais enfin bon, c'était quand même dur pour les collègues qui sont sur des grosses jauges. Et puis bah voilà, après c'est descendu à 1000 de mémoire, et puis très vite jusqu'au le fameux vendredi avant le jour du confinement où le Premier ministre a annoncé. Je me rappelle, j'étais au restaurant avec un de mes collègues et puis on était plusieurs, il y avait plusieurs personnes. Et puis il était tout au bout, il me regarde avec le smartphone, il y avait une alerte info en disant voilà, tout ce qui est plus de 100 personnes, c'était impossible. Donc ça voulait dire, pour nous, c'était la mort des concerts, et la mort même enfin, des répétitions, de tout. Donc là, ça nous a foutu un sacré choc. Et le mardi d'après, c'était le démarrage du confinement. Donc là, il y a eu une espèce de sidération, comme plein de gens dans tous les secteurs. Et là, très vite, on s'est dit, voilà, il ne faut pas qu'on perde pied, voilà, gardons un petit peu tête. Et puis très vite, et il y a eu aussi, parce que notre structure, la station-service, on fait partie d'un syndicat national qui est le syndicat des musiques actuelles. Il y a aussi la Maison des producteurs, qui est un collectif au niveau régional, qui réunit plein de structures comme les nôtres, de musique indé. Et très vite, voilà, on a beaucoup échangé, beaucoup se filer d'infos, se remonter le moral aussi. Remonter les infos, c'est bien, mais se remonter le moral. Et du coup, il y a eu une espèce de dynamique un petit peu comme ça qui s'est créée, qui fait que, bon voilà, on a tenu, et puis voilà, bon, ça a duré, quoi.
Alors c'est ça qui est un petit peu curieux. Alors nous c'était un peu en double détente si je puis dire, parce que de mémoire je crois que c'était le 3 ou le 4 mai, donc le président avait parlé en particulier sur le secteur culturel et artistique, et on s'attendait à des nouvelles par rapport en particulier à la réouverture des salles. Parce que c'est vrai que nous on produit des spectacles qu'on propose après aux salles, donc tant que les salles sont fermées, elles ne peuvent pas prendre nos spectacles, elles ne peuvent pas les programmer. Donc on est vraiment, c'est un écosystème, le système de la musique, le théâtre, tout ça c'est un écosystème. Donc nous on pensait que le président allait annoncer quand même des choses pour nous. Boum, malheureusement, alors il a annoncé quand même un truc très favorable pour nos intermittents, donc on a trouvé ça super, ça c'était bien, mais quid de la réouverture des salles, donc pas de silence. Donc on se disait, bon bah à ce moment-là, le 11 mai, on saura un petit peu plus, et malheureusement avec le déconfinement, c'était toujours repoussé, un petit peu comme d'autres secteurs, comme le sport, voilà. Donc on était un petit peu dessus. Donc quand nous on est arrivé au 11 mai, bah, du coup, c'était un peu bizarre parce qu'on voyait plein de corps de métier, plein de secteurs professionnels qui reprenaient, et nous, on se retrouvait un petit peu tout seul. On avait l'impression d'être un petit peu tout seul, le secteur de la culture. Donc, on s'était dit au moins, peut-être qu'on peut au moins reprendre les répétitions, ce qui a été le cas. Certaines salles ont réouvert dans des conditions sanitaires, on pouvait répéter un petit peu, pas toutes les salles, pas tous les lieux. Après, en plus, chaque mairie aussi donnait un petit peu ses décrets, enfin ses autorisations ou pas. Donc nous, on s'est retrouvés, c'était un peu, comment dire, on était en suspens, c'était très étrange, c'était vraiment étrange. Et puis ça donnait des choses, on avait l'impression d'un petit supplice chinois quelque part. Pourquoi nous, on est à part? Et puis on savait que les gens avaient besoin de culture, donc certes c'est bien, les concerts en vidéo, tout ça et tout, mais il y a un moment, c'est important aussi que de l'humain revienne. Donc voilà, donc on attendait, on attendait. Puis il y a eu des moments un petit peu de où c'était dur, où c'était assez dur, c'était un petit peu de pas de démission quand même, mais on se dit ouf, voilà, il y avait. Et puis après, moi je sais que bon après moi j'ai plutôt bien vécu le confinement à titre perso, donc ça s'est bien passé. Mais du coup ça m'a permis aussi de me poser, de réfléchir un peu à la structure, de la suite pour les 2 peut-être 3 ans à venir, comment par rapport aux projets qu'on avait défendus dernièrement et les nouveaux projets qui allaient arriver. En plus, j'étais plutôt dans un truc plutôt positif, une espèce de volonté positive comme ça. Et comme en plus on a 2 créations qui arrivent en fin d'année, je me suis pas dit bah on arrête, ça sert à rien. Non, non. Et du coup on a entretenu j'ai envie de dire la chaudière des créations, donc j'étais beaucoup en contact avec mes artistes et tout ça, et là vraiment pour le coup c'était super, et je sentais de leur côté de se sentir appuyés par leur producteur et leur chargé de diffusion qui allait s'occuper après de vendre le spectacle. J'ai senti que ça leur faisait du bien, on se faisait un peu du bien mutuellement, et ça c'était une bonne chose. Et pour avoir discuté avec pas mal de nos artistes, bon certains se sont vraiment mis en mode veille, et d'autres du coup en ont profité pour composer. Du coup, composer, écrire des textes, avancer des choses, s'impliquer aussi dans d'autres formules. Enfin, et du coup, j'ai l'impression que quand même, malgré tout, tout ne s'est pas relâché. Je pense que même s'il y a eu des étapes vraiment un petit peu plus difficiles, évidemment, des passages à vide, voilà, chercher un peu le terme. Mais en tout cas, pour notre part, je pense qu'on s'est un peu... Voilà, on a réussi à garder ce truc. Alors c'est vrai qu'en plus, comme moi je me suis un peu impliqué dans du collectif, avec comme je vous disais tout à l'heure, la maison des producteurs, le syndicat, etc., c'est vrai que du coup, ça permet aussi d'entretenir voilà, quelque chose de collectif un peu fort, quoi. On a l'impression d'être utile pour le collectif, quoi. Au-delà de sa propre personne et de sa propre structure. Donc, alors pour l'instant, comme le gouvernement vient juste de réannoncer la réouverture des salles, alors pour l'instant, c'est pas encore la taille des salles, parce qu'il y a toujours cette histoire de 5000 personnes en rassemblement, donc ça voudrait dire que des salles comme Bercy à Paris ou des grands zéniths ne pourraient pas rouvrir, mais a priori, d'après ce qu'on a compris, toutes les salles de spectacle et théâtre en France pourraient réouvrir. Donc bon, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Maintenant, comme c'est tout frais, voilà, c'est comment bah, je veux dire, les salles vont accueillir le public, comment vont réaccueillir les artistes. Voilà, c'est tout ça qu'il va falloir voir ensemble, je pense collectivement. C'est pas juste laisser le bébé au directeur de salle, bah, démerdez-vous, puis nous ce qu'on veut c'est jouer. Bien sûr, c'est collectivement, on va être obligé de tous essayer de trouver des solutions, de réinventer peut-être nos manières de jouer, parce qu'il ne faudra pas plusieurs représentations par jour. Comment réinventer peut-être aussi des hors les murs. Enfin, il y a plein de possibles, comme on dit. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse responsabilité pour les directeurs de salle. La partie n'est pas facile pour eux. Donc ils vont pas nous dire demain matin, super, ben on reprend ce qui était prévu, j'avais prévu de programmer ton spectacle dans 3 mois, eh ben c'est bon, on le reprend dans 3 mois. Certes, il y a eu des reports, comme on dit, mais on attendait, c'était des reports en suspens, parce que tant que la pandémie n'était pas complètement figée, on ne savait pas trop. Donc là, on est un petit peu au démarrage de cette nouvelle, les salles réouvrent, ok, certes, mais il y a un petit peu, c'est un peu en suspens. On se retrouve encore un petit peu en suspens, donc il va falloir qu'on attende plusieurs semaines avant de savoir comment tout cela va se réorganiser. Donc c'est un petit peu curieux. Là, je sais que les musiciens ont envie de retourner
répéter sur des plateaux, dans des vraies conditions, voilà, techniques, de lumière et tout ça. Et après, maintenant, comment ça va se passer, le retour sur plateau avec du public, comment le public aussi va revenir, est-ce qu'il y en a qui vont revenir avec super, j'ai envie de revoir mes artistes sur scène, ou alors la crainte, parce que voilà, c'est un endroit confiné, une salle de spectacle, donc voilà, là c'est un petit peu gros point d'interrogation. Mais alors c'est vrai que c'est compliqué, et en particulier pour les salles où le public est debout, ce qui est souvent le cas dans les musiques actuelles, que ce soit un concert d'électro, j'ai envie de dire de pop rock, voilà, de musique du monde, où souvent le public est debout, etc. Donc là, ça pose un problème, parce que les gens se rapprochent, parfois dansent ensemble, enfin voilà, il y a des mouvements un petit peu de foule, etc. Enfin, ça va être plus complexe. Dans une salle de théâtre où les personnes sont généralement assises, bon là c'est peut-être un peu plus simple, ça peut être un fauteuil sur deux, donc au niveau sanitaire, il n'y aura pas de problème. Par contre, se pose le problème, c'est que un théâtre qui ouvre avec juste un fauteuil sur deux, c'est-à-dire qu'il ne vend qu'un ticket sur deux. Donc là, ça pose un vrai problème, parce qu'il y a un problème de rentabilité pour la salle. Comment ça va se passer, voilà, son rapport aux subventions, aux aides, à sa billetterie, comme on dit. Et là, est-ce qu'une salle peut se permettre de rester ouverte pendant des mois et des mois en faisant que moitié de jauge, quoi. Là, ça se pose le problème économique. Donc la culture, c'est aussi l'économie. Et voilà, c'est beaucoup de la billetterie. Donc voilà, et là, comment ça va se passer? Là, c'est un gros point d'interrogation. Alors Nicolas Fiely, je travaille au sein de la structure L'Autre Idée, qui est une association qui fait de l'accompagnement de projets essentiellement et qui produit également des résidences d'artistes. Donc maintenant, ça fait une vingtaine d'années que je me balade en France en tant que consultant auprès de structures culturelles pour les accompagner dans le développement de leurs projets, la consolidation de leurs activités et le maintien des emplois dans ces structures-là. C'est compliqué. Il ne s'agit pas d'être un devin. La difficulté, elle est plutôt celle-là, c'est-à-dire c'est de ne pas tomber dans l'idée du pari. C'est ce qui est compliqué. Aujourd'hui, les professionnels se retrouvent surtout en train de réfléchir en fonction d'une situation ou d'une autre. Et en réalité, à mon avis, il faut essayer, c'est peut-être un peu difficile à imaginer pour certains et certaines, mais il faut tout de suite imaginer de nouvelles offres à proposer, de nouvelles actions artistiques à proposer, plutôt que de rester dans les configurations anciennes. Alors, elles ne sont pas à jeter, elles sont magnifiques. On est tout à fait heureux de se retrouver dans une salle de spectacle, dans une salle de cinéma, même dans un café-théâtre. Enfin, évidemment, dans une salle d'exposition, c'est pas un souci. Cependant, il y a de nouvelles orientations qui se sont, de nouvelles expérimentations qui se sont mises en place pendant le confinement, et il faut profiter aussi de ces actions-là pour essayer d'étayer un petit peu de nouvelles solutions, de nouvelles actions. Donc je pense notamment au numérique et évidemment à tout ce qui se fait en dehors des salles, hors les murs. On n'invente rien dans l'absolu, par moment, le hors les murs, il existait déjà. Par contre, on peut peut-être encore multiplier les expériences, trouver encore de nouvelles choses à faire. Et puis sur l'espace numérique, par contre, il y a une voie qui est égale au numérique lui-même, c'est-à-dire que chaque mois qui passe offre de nouvelles aventures, de nouvelles solutions, de nouvelles perspectives. Donc là, je pense qu'on a un bond en professionnalisme à faire qui est tout à fait intéressant et de nouvelles aventures artistiques à vivre à travers l'espace du web. Ouais. Ouais. Là, c'est sûr. En termes professionnels, c'est évident et il serait vraiment regrettable d'être focalisé par l'idée d'ouvrir un lieu, même si évidemment c'est important, c'est pas... mais il ne faut pas être focalisé là-dessus parce que à côté de ça, on va en oublier d'ouvrir nos esprits et de vivre de nouvelles aventures. Ça, c'est le plus important aujourd'hui. Il faut profiter aussi de ce temps-là parce que là, on sait faire tourner les salles. Donc ça, on a juste besoin d'une date et de conditions. Par contre, tout le reste, il faut le travailler. À mon avis, il faut surtout aussi penser que ça ne se fera pas tout seul. Il faut le faire en collectif.
il faut le faire sous un mode de coopération. Personne ne va réussir à trouver la bonne solution. Les seules personnes qui pensent ça, ce sont soit les personnes qui travaillent pour les multinationales et qui ont évidemment un seul et même objectif, qui est uniquement l'argent, ou celles et ceux qui n'ont absolument aucune idée et qui du coup se recroquevillent sur eux-mêmes. Il ne faut pas avoir peur de ça et il faut aller vers ces nouvelles aventures en travaillant en collaboration, en coopérant, en échangeant. C'est comme ça que les belles idées vont se trouver et qu'on va pouvoir défendre aussi une autre façon de faire l'art et la culture sur le web. Si on laisse la place à YouTube, si on laisse la place uniquement à Zoom, si on laisse la place aux GAFAM et compagnie, et puis à tous leurs collaborateurs, leurs partenaires que sont Sony, Warner et compagnie. Enfin bon, voilà, on ne va pas les passer en revue. Tout ça va amener à de seules solutions de business que pour les grands artistes connus, ce qu'on dit populaire. On dit d'abord populaire parce que il y a beaucoup de monde effectivement à aller voir éventuellement, il y a surtout beaucoup de monde à aller voir parce que de toute façon ces plateformes-là, elles occupent l'espace et les autres ne peuvent pas l'occuper. Donc je pense que dans les musiques du monde, dans les musiques actuelles, dans les musiques traditionnelles, par exemple, pour ne parler que de musique, il y a une place énorme à faire et à prendre sur le web. Donc là, il faut creuser et travailler, réfléchir ensemble pour occuper cette place et maîtriser les instruments de diffusion, de distribution et évidemment du coup aussi des nouvelles recettes, une nouvelle économie. Mais si on laisse tout ça à YouTube, on n'aura pas... C'est comme pour Spotify. Les musiciens, ils ont je ne sais pas combien de centimes tous les mois, ils n'ont rien du tout. Donc voilà, donc il faut y réfléchir ensemble.